Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir à ce nouveau webinaire du FC3R sur l'utilisation de la micropipette pour le raffinement de l'administration orale de substances chez les rongeurs. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir deux intervenantes. Donc tout d'abord, Corinna Berset, qui est docteure en médecine vétérinaire, diplômée du Collège européen des animaux de laboratoire ECLAM et diplômée vétérinaire suisse spécialisée en sciences des animaux de laboratoire. Elle travaille actuellement en tant que déléguée à la protection des animaux à l'Office du bien-être animal et des droits à l'Université de Zurich en Suisse. Elle est également consultante pour le projet de recherche Rodent MDA sur la méthode d'administration de traitement guidée par micropipette chez les rongeurs et elle va aujourd'hui nous présenter son utilisation, notamment chez la souris. Et nous accueillons ensuite Marie Hérodeau, qui est interne en 4e année de pharmacie dans l'unité biologique de pharmacologie et toxicologie clinique du CHU de Caen et en 3e année de doctorat au laboratoire Comet à Caen. Elle effectue sa thèse sur l'impact de l'administration chronique de substances psychoactives chez le rat. Et dans le cadre de sa thèse, elle a mené une étude préliminaire afin d'évaluer et de valider le recours à la méthode d'administration par micropipette, donc AMDA, pour administrer de manière chronique des substances actives chez le rat, qu'elle nous présentera donc aujourd'hui. Donc merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et je vais à présent laisser la parole à notre première intervenante, Corinna. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Et alors, on va commencer par le gavage. Et le gavage, comme la plupart d'entre vous savez déjà, est une méthode importante et largement utilisée. C'est-à-dire, il y a plusieurs dizaines de milliers de publications sur le gavage en tant que méthode d'administration orale des substances chez les rongeurs de laboratoire. Il a bien sûr des avantages, comme une administration efficace. C'est une administration qui est aussi sécurisée, donc on peut contrôler le temps de l'administration. Aussi, la dose va être précise, donc on sait exactement ce qu'on administre et à quel moment. Par contre, il y a aussi des points à mettre en considération, c'est-à-dire il nécessite des compétences techniques, il faut avoir une formation spécialisée, il faut bien sûr connaître bien l'anatomie de l'animal pour pouvoir faire ça d'une manière correcte. Et en même temps, il y a aussi une charge émotionnelle substantielle pour le personnel, parce qu'il faut s'imaginer, il faut chaque fois bien restreindre, enfin une contraction assez ferme de la souris pour pouvoir bien faire le gavage, c'est-à-dire introduire ce tube ou cette sonde jusqu'à l'estomac de l'animal. Donc pour ceci, il faut que l'animal ne bouge pas. Donc pour ceci, il faut bien sûr une bonne contention. Il y a aussi des possibilités de raffinement. Par exemple, il y a des sondes de gavage souples. Vous pouvez utiliser soit des sondes en plastique pour les souris, ou bien pour les rats, il y a aussi des sondes en caoutchouc, comme un petit tube que vous pouvez insérer à la place de la sonde métallique, parce que normalement, c'est ce qu'on appelle une aiguille de gavage. Donc, c'est une aiguille métallique qui a un bout arrondi qui est utilisé pour faire ce genre d'administration. On peut aussi enrober soit la sonde de gavage, soit cette aiguille de gavage avec du sucre, donc une solution sucrée pour faciliter l'ingestion. Il y a aussi des possibilités d'entraînement, bien sûr, habituation et renforcement positif, parce qu'il faut penser, il y a bien des études qui emploient le gavage plusieurs fois par jour, des fois pendant 2 semaines, des fois pendant des mois. Donc, ça peut être pour des études chroniques quelque chose qui est fait assez régulièrement. Et j'ai mis aussi plusieurs références ici que vous pouvez consulter, comme je dis, sur le PDF de la présentation. On va parler un peu des problèmes avec le gavage oral. Bien sûr, comme j'ai déjà brièvement dit, il faut faire une contention assez ferme de l'animal. Malgré ça, on ne peut pas exclure que l'animal bouge. Et alors là, il y a bien sûr un risque de blessure. On peut blesser soit l'œsophage de la souris, soit si c'est introduit incorrectement la sonde de l'aiguille de gavage, ça peut entrer dans la trachée au lieu de l'œsophage. Donc, on peut induire même une pneumonie par aspiration si on va injecter dans la trachée et pas dans l'œsophage. L'inconfort physique, bon, pour l'animal, bien sûr, mais aussi pour la personne qui doit faire ça est psychique, comme on l'avait déjà dit. Il y a un risque de reflux, aussi d'aspiration de la substance, parce que les animaux ne sont généralement pas anesthésiés. Il y a des publications qui utilisent ça comme un raffinement, l'anesthésie, mais c'est
c'est toujours une question à se poser. Est-ce qu'il faut vraiment induire une anesthésie pour faire ce genre de procédure? Et là, le risque de reflux est encore plus fort. Le stress de l'animal, bien sûr, et aussi de la personne qui fait le gavage. On parle aussi du niveau d'expérience de la personne. Est-ce que c'est une personne qui vient d'apprendre à le faire? Est-ce quelqu'un qui a plus d'expérience? Donc, bien sûr, pour les personnes plus novices, c'est encore plus stressant. Et de problèmes de translatabilité, parce qu'il faut bien penser, on introduit la substance directement dans l'estomac, ce qui ne reproduit pas forcément la situation en médecine humaine où on avale des comprimés qui peuvent être entérosolubles dont les principes actifs sont libérés seulement dans l'estomac, ou bien s'il faut que la substance respective soit administrée à voie orale chez l'humain, par exemple en sirop. Il y a aussi l'action des enzymes salivaires, etc. Donc, c'est pas, ça ne va pas directement dans l'estomac, on va dire, chez l'humain dans la plupart des cas. Aussi, j'ai mis aussi pas mal de références ici que vous pouvez voir. Il y a bien sûr des alternatives dont la présentation d'aujourd'hui va vous parler. Et on commence par une administration incontrôlée. Donc, ça peut bien se faire si on administre les substances qu'on veut donner aux rongeurs, soit via l'eau potable, donc l'eau du biberon par exemple, à travers du Medigel mélangé avec de la nourriture. C'est bien sûr plus sûr, c'est volontaire, donc les animaux mangent à leur gré ou boivent à leur gré, c'est facile. Par contre, il faut aussi tenir compte de la solubilité de la substance. Est-ce que elle est appétente ou pas? Comme vous savez, les rongeurs sont néophobes, donc ça prend du temps jusqu'à ce qu'ils soient habitués à la substance respective. Plus, il faut voir le goût que ça a, le mélange, s'ils vont vraiment manger ça volontairement. Donc, ça dépend aussi de leurs préférences gustatives individuelles. Si on veut administrer des substances différentes aux animaux de la même cage par l'eau du biberon, bien sûr que ce n'est pas possible malheureusement. Donc, il faut penser à d'autres contraintes comme il faut les héberger isolés. Aussi, il faut penser à la consommation continue. Si on administre par l'eau, par exemple, ce n'est pas la même chose chez l'humain qui va boire un médicament ou une dose de médicament à une heure donnée, un jour donné, et le rythme circadien. Et j'ai mis aussi deux références ici qui peuvent être intéressantes. Il s'agit de l'administration de la buprenorphine à travers un gel, à travers du Medigel, respectivement à travers de l'eau du biberon. Et puis, vous pouvez aussi voir comment ça évolue la concentration sérique de la buprenorphine en donnant soit du Medigel, soit à travers des injections sous-cutanées. Et puis l'autre publication qui est aussi assez intéressante, elle parle de l'administration de la buprenorphine à travers de l'eau du biberon et en même temps, il y a une combinaison entre ça et puis les injections sous-cutanées et le niveau que ça atteint. On parle aussi d'une administration semi-contrôlée. Par exemple, si on mélange la buprenorphine, donc un antalgique opioïdes avec du Nutella qui peut être mis sur la cage, mais aussi on peut utiliser des confitures. Il y a des diètes qui sont aromatisées au lard, des gelées, du sirop. Ça aide aussi à réduire le stress et à diminuer le taux de corticostérone dans le sang et dans les selles. Et ce qui est très intéressant de savoir, c'est que les concentrations de prénorphine sont plus élevées, prolongées par rapport à l'administration parentérale traditionnelle, c'est-à-dire des injections sous-cutanées. Il faut bien penser que le dosage doit être adapté. Et ici, on donne un exemple, il y a une référence à la publication de Abelson et co-auteur. Donc, vous voyez le dosage recommandé. Donc, il faut, disons, règle du pouce 10 fois plus par voie orale que par voie sous-cutanée. La même chose pour l'administration de la buprenorphine dans de l'eau de boisson. Et il faut aussi, bien sûr, comme j'ai parlé de la néophobie avant, d'un temps d'habituation, donc en général 1 à 5 jours. Ça dépend aussi de l'animal, de l'appétence de la substance, goût du mélange, etc. On parle aussi d'une administration contrôlée avec contention, donc c'est semi-volontaire, on pourra dire, ce qui nous aide à contrôler autant la dose que la durée du traitement. On voit ici un exemple avec du miel dans le museau de l'animal, donc une substance sucrée, très appétissante pour l'animal, ou dans cette publication, on voit qu'ils ont administré un dérivé de benzimidazole, albendazole,
et ça s'est très bien passé. Donc, les animaux ont consommé une centaine de microlitres en moins de 20 secondes. Bien sûr, ça nécessite aussi de l'entraînement. Et on a fait une comparaison dans cette publication avec le gavage oral. Et c'est intéressant parce que les taux sériques étaient identiques et il y avait une activité antiparasitaire comparable et les souris étaient bien sûr plus dociles parce que c'était bien sûr une méthode plus douce que faire la contention et faire un gavage oral classique, si on peut l'appeler comme ça. Ici aussi, pour une administration contrôlée, cette fois-ci chez le rat, on peut donner les substances respectives par seringue. Donc, on voit ici un très joli modèle, ce qu'on appelle des rats alignés, après un entraînement de 3 jours qu'ils ont consommé entre la moitié d'une minute et 1 minute. Et il y a eu plusieurs substances qui ont été administrées. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'ils ont comparé aussi la disponibilité, la biodisponibilité de ces substances. Et ça a été amélioré avec les données Bézil, par exemple, mais pas avec la galantamine par rapport au gavage oral. Donc, il y a aussi des plus et des moins, et je vais revenir sur ça à la fin de ma présentation. Maintenant, je vais parler de la méthode MDA, donc Micropipette Drug Administration, administration de traitement guidé par micropipette. Tout a commencé avec cette publication par le groupe de Meyer, l'auteur principal, c'est Joe Scarborough, Preclinical Validation of the MDA Method in the Maternal Immune Activation of Neurodevelopmental Disorders. Et c'est une publication très intéressante, la motivation des auteurs qui maintenant ont développé plus loin le projet, c'était de trouver une méthode douce alternative au gavage répétitif des substances pour leurs études. Et là, ils ont fait l'essai suivant qui a très bien fonctionné. Donc, pour leurs souris, ils ont fait le premier jour d'entraînement. Il y a une contention de la souris, comme vous pouvez voir, pardon, et ils ont donné seulement du lait concentré dilué avec la micropipette. Le deuxième jour, juste par une petite contention sur la grille de la cage, là, la souris est tenue par sa queue. Elle est aussi offerte la même solution. Et ensuite, pour le troisième jour, on a obtenu ceci. Donc, j'espère que vous pouvez tous voir la souris. Elle est sur la grille de la cage. Elle boit volontairement la solution de lait concentré avec la solution de traitement. Et ceci sans aucune contention, sans être restreinte. Donc, pour cette méthode, on peut dire que c'est une administration contrôlée sans contention et la durée de dose de traitement sans contrôlée et volontaire. Je cite ici plus de détails sur cette publication. Les auteurs ont administré de la risperidone dans du lait concentré mélangé de l'eau potable. Ils ont donné des souris C57 Black 6N avec une micropipette. Les souris ont consommé la substance entre 1 et 5 secondes. Ils ne sont pas arrêtés dû à la saturation et le niveau de corticostérone plasmatique était inférieur après la méthode MDA par rapport au gavage oral. Donc, une preuve scientifique que c'est moins stressant pour les animaux. Et aussi, la concentration plasmatique de la risperidone ne différait pas entre la méthode MDA et le gavage oral. Donc, ça, c'est très important. Les profils pharmacocinétiques étaient similaires. Aussi, une autre publication, cette fois-ci, pour l'administration de CNO dans le lait concentré, aussi avec la micropipette. Et on voit que les niveaux de corticostérone sont inférieurs après la méthode MDA si on fait la comparaison avec des injections intrapéritonéales. Aussi, l'activité locomotrice était réduite après l'injection intrapéritonéale et on voit une activation similaire des DREAD. DREAD, ce sont des récepteurs activés uniquement par des médicaments de synthèse, des protéines. Donc, par CNO, quand il était administré via injection IP ou MDA, donc ils ont fait une vérification fonctionnelle de l'efficacité dans un test de comportement, le test Open Field. Il y a aussi d'autres exemples. Je cite ici juste l'administration de tamoxifène, cette publication par le groupe du professeur Thorsten Buch et
Dominique Van Hekke, c'est l'auteur principal, donc elle a administré du tamoxifène à des souris. On voit aussi quelques photos de sa publication. Et il y a le test de tolérance au glucose par voie orale. C'est un preprint pour le moment, le groupe de Pai. Et la MDA dans les modèles où le microbiome intestinal ne devait pas être affecté par la méthode d'administration, c'est une question assez fréquente qu'on reçoit et c'est un groupe qui a travaillé sur ça dans le Journal of Visualized Experiments. Vous pouvez aussi voir ceci. Et on a aussi nos données qui ne sont pas encore publiées, mais ça suivra bientôt, qu'elles montrent que le poids corporel des animaux n'est pas affecté par la méthode MDA à long terme. Bien sûr, il y a aussi des problèmes potentiels, mais on a déjà pensé à des solutions. Donc, le temps d'entraînement des animaux peut varier. Ça dépend aussi de la souche, du sexe de l'animal. Il se peut qu'il y ait besoin d'un réentraînement. S'il y a eu des longues pauses entre les administrations, disons, il y a une administration sur une semaine, après un mois de pause, après il faut recommencer. Donc, les animaux doivent être réentraînés. L'impact de la personne. Il faut avoir bien sûr beaucoup de doigté, de persévérance, de patience. Il faut faire ça en douceur avec les animaux et les animaux réagissent aussi différemment à différentes personnes. Et les procédures de routine comme le changement de cage, ça peut aussi perturber les animaux. Il faut toujours penser à l'appétence et du volume de votre substance. Et s'il y a des émulsions comme huile, lait, il faut utiliser des méthodes pour rendre ça homogène. Donc, bien sûr, le mélange doit être homogène pour pouvoir administrer correctement ce qu'on souhaite administrer. Et ici, j'ai mis juste une petite illustration pour ouvrir l'appétit. C'est une publication qui va suivre, Sex and Strain Differences in the Micropipette Drug Administration in Mice, qui a été acceptée pour publication. Et là, on voit aussi qu'il y a des différences entre mâles et femelles, respectivement, entre les deux souches qu'ils ont utilisées, donc des BALB-C et des C57 Black 6N. Pour conclure, on peut dire que le gavage oral est un facteur de stress. Ça présente aussi des risques de blessures. Tout de même, on peut toujours raffiner, on peut toujours habituer les animaux au gavage oral. C'est très important de toujours penser à utiliser les méthodes les plus douces et les plus simples. Et juste le fait qu'il y ait des blessures potentielles ou des complications ou des signes de stress qui sont engendrés potentiellement par le gavage, ça devrait être suffisant pour mettre en œuvre des alternatives plus douces pour les animaux. Et par exemple, des méthodes volontaires ou semi-volontaires offrent des alternatives moins stressantes. Et là aussi, il faut penser à tous les avantages, la rapidité, la sécurité, contrôler la précision, si elles sont rentables, parce que c'est aussi un facteur qui entre en ligne de compte, sont faciles et il n'y a pas besoin d'une formation spécifique. Bien sûr, il faut s'habituer, habituer l'animal, entraîner l'animal. Mais les méthodes que j'ai déjà présentées ne peuvent pas remplacer, peut-être pas encore, déjà le gavage oral. Donc, le message, mon message principal serait de choisir la méthode adéquate et la plus douce pour vos objectifs expérimentaux et de suivre nos mises à jour. Donc, ça, c'est notre projet MDA, où vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur LinkedIn, ça s'appelle Rodent MDA, sur X. Et il y a aussi notre site web où vous pouvez trouver des protocoles. Donc, il y a aussi une procédure opérationnelle standard, SOP, Standard Operating Procedure, où vous avez tous les détails de l'administration. Il y a des publications, il y a des slides, du matériel didactique, des événements comme celui d'aujourd'hui. Donc, merci encore aux organisateurs de m'avoir invité. Et on est très content d'avoir de vos retours. Donc, on a une adresse email, rodentmda@universitédezurich.ch, où on est très content d'avoir de vos idées ou bien des questions. Et on est toujours ouvert à améliorer ou à faire des collaborations si nécessaire. Donc, voilà. Et avec ceci, je voulais juste remercier les 3 équipes conjointes dans l'Institut de pharmacologie et toxicologie vétérinaire à notre Université de Zurich, le département de dermatologie, notre office du bien-être animal et 3R. Et on a aussi de la chance d'avoir un soutien créatif par Jan Gathering, par UZH Media and E-Learning Services, MELS, et puis le groupe de stakeholders du projet MDA. Et avec ceci,
j'ai déjà fini ma présentation et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Eh ben, merci beaucoup pour l'introduction. Donc, je m'appelle Marie Rodeau, je suis doctorante au laboratoire Comet et donc mes propos vont faire suite à ce qui vient d'être dit. Donc, je ne vais pas répéter l'introduction sur le gavage parce qu'on a déjà dit pas mal de choses. Et j'avais évoqué certaines alternatives également, mais tout a déjà été dit, donc je vais enchaîner directement. Donc alors, moi, quand j'ai vu la publication de Scarboat, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse également ça au laboratoire. Et donc, par contre, moi, je travaille chez l'EURA. Donc, l'objectif, c'était d'adapter cette méthode de micropipette qui était faite chez la souris au rat. Donc, par exemple, chez la souris, c'est une micropipette P100 qui est utilisée avec un embout P200 et le lait concentré était toujours dilué au 3/10. Donc, chez le rat, on a voulu également tester est-ce que cette méthode est applicable en chronique sur de larges cohortes, parce que moi, c'est ce qui m'intéressait pour mes études. Quel va être... Alors, on administre une solution qui est sucrée, donc est-ce qu'on va avoir un impact de cet excipient sucré sur le métabolisme des animaux? Et enfin, est-ce qu'on a une équivalence pharmacocinétique entre la méthode par micropipette et le gavage? Alors, donc pour ça, j'ai utilisé des rats trek de lait mâles âgés de 6 semaines. J'ai réalisé un groupe qui était traité par micropipette avec de l'excipient seul, pour vraiment voir l'impact de cet excipient. Donc, le lait concentré sucré qui était dilué au 3/10. Pour information, j'ai utilisé des micropipettes P1000 avec un embout P1000 également. Et donc, côté gavage, c'était du sérum physiologique qui était administré. Et pour raffiner la méthode, j'ai utilisé des sondes souples. Alors, donc, après avoir reçu les animaux, ils ont eu une semaine d'acclimatation, donc comme toujours, et une semaine de handling pour tous les groupes. Pour le groupe MDA, on a profité de cette semaine de handling pour réaliser un entraînement de la micropipette. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça rajoute pas non plus énormément de temps à partir du moment où il y a déjà du handling. J'ai pas fait le même entraînement qui a été fait chez la souris. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre excipient, le lait concentré sucré dilué, et après le handling, on le mettait dans une coupelle, on en mettait un petit peu, 2 millilitres environ, dans une coupelle en verre, directement dans la cage des animaux. On l'a laissé 24 heures, comme ça laissait le temps aux animaux de goûter à la substance. On a fait ça pendant 3 jours. Et après, on a pris ce même excipient qu'on a prélevé par micropipette et qu'on a présenté aux animaux. Alors, le premier jour, ils n'y vont pas directement. Ça met un petit peu de temps, ils viennent renifler. Et en fait, dès qu'il y a un animal qui commence à goûter, souvent par mimétisme, les autres viennent goûter également. Alors, ça arrive que le premier jour, il n'y ait pas tous les animaux qui viennent goûter. Il faut pas, enfin, nous, on n'a pas forcé. Par contre, souvent, dès le deuxième jour, tous les animaux ont goûté, ils reviennent facilement à la micropipette. Donc là, j'ai présenté un entraînement que j'ai réalisé, donc c'était sur une semaine, sur 7 jours, mais je trouve qu'il y a moyen de raccourcir encore ce temps d'entraînement pour les protocoles qui auraient besoin. Alors, donc on s'est posé la question, est-ce que cette méthode, elle était plus rapide ou non que le gavage? Et en fait, ça nous a assez surpris parce que c'était vraiment très, très, très rapide, malgré le fait que ce soit basé sur le volontariat des animaux. On a obtenu, donc, sur le graphique de gauche, c'est le délai d'administration par moyen de la méthode par micropipette versus par gavage. Donc, ce délai, il comprend la pesée des animaux, le prélèvement par micropipette ou par le réglage de la sonde de gavage et l'administration. Donc, on est autour de 90 secondes pour la méthode MDA et autour de 3 minutes pour le gavage par animal. Et donc ça, forcément, sur plusieurs semaines, plusieurs jours, ça fait gagner du temps. Là, au bout de 3 semaines, moi, j'avais gagné environ, si on prend la durée cumulée,
20 minutes par animal. Donc, ça peut être un argument en faveur de la méthode NDA. Alors, pour que ce soit plus visuel, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je prépare ma solution de lait concentré sucré qui est diluée, qui est juste ici. Pour information, moi, je l'ai conservé 3 jours. Parce que le lait concentré sucré, lui, il se conserve longtemps parce qu'il a une concentration en sucre qui est très élevée. Mais là, comme on dilue, je ne voulais pas le conserver comme le lait concentré sucré seul. Donc, lui, c'est 3 semaines. Donc, je pèse mes animaux. À savoir qu'au moment de la pesée entre mes deux groupes, le groupe qui avait la micropipette et le groupe qui avait le gavage, j'avais noté la différence principale, c'était que les animaux qui étaient gavés, ils avaient associé la pesée avec le gavage, puisque je les pesais et ensuite je les gavais. Et souvent, les animaux, ils urinaient ou ils déféquaient dans la balance. Et j'ai jamais eu ça avec les animaux traités par micropipette. Donc, je fais ma dose au poids, je prépare ma micropipette. Et vous allez voir, c'est très rapide. Les animaux, ils consomment ça très rapidement. Donc, il faut appuyer tout doucement sur le piston pour délivrer la substance pas trop rapidement. Et je fais la même chose, du coup, pour mon deuxième animal. Alors, vous remarquez, du coup, que j'administrais, moi, directement à travers la grille des animaux. Comme les rats, ils sont grands, ils atteignent facilement la grille et c'était très pratique comme ça. Hop. Donc, on est content, on a notre méthode, le volontariat des animaux, la motivation fonctionne. C'est plus rapide, donc c'est une bonne surprise. Par contre, on administre quand même quelque chose de sucré. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur le métabolisme des animaux? Donc, pour répondre à cette question, on a pris 28 de nos animaux et on a administré l'excipient seulement encore quotidiennement et pendant plusieurs semaines. Après la première administration, on a sorti 4 animaux par groupe pour évaluer la glycémie et on a répété cette opération. On a sorti le reste de nos animaux 3 semaines après administration chronique. Et on a également suivi le poids de nos animaux. Donc, les résultats qu'on a obtenus, c'est d'abord à gauche, vous avez l'évolution pondérale des animaux. Donc, on n'a pas trouvé de différence significative entre la micropipette et le gavage. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que la méthode par micropipette, j'avais administré du lait concentré sucré dilué et la méthode par gavage, seulement du sérum physiologique. Donc, on n'a pas eu d'impact sur le poids de cet apport de sucre. Ce qui est encore plus intéressant, c'est les graphiques qui sont sur la droite. Donc, après une première administration, une seule administration, on a mesuré la glycémie. Donc là, on n'a pas d'impact d'une seule administration sur les niveaux de glycémie après gavage ou micropipette. Et après 3 semaines d'administration, donc c'est pas la glycémie que j'ai mesurée, c'est le taux de fructosamine. Donc les fructosamines, ça va être le reflet de la glycémie sur 3 semaines. Donc c'est encore plus intéressant de regarder ça que de regarder la glycémie qui représente le taux de sucre à un temps T. Et on n'a pas de différence, donc pas d'impact de cet apport de lait concentré sucré dilué quotidiennement sur 3 semaines. Donc on était très contents de ce résultat. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on va avoir une équivalence pharmacocinétique entre notre méthode par micropipette et notre méthode de gavage? Donc pour ça, on a pris le reste de nos animaux, on a décidé d'administrer 2 substances actives différentes, par micropipette ou par gavage. Alors, ce sont la prégabaline et l'aripiprazole. Donc, elles ont été choisies, ces molécules-là, parce que c'est des molécules d'intérêt au laboratoire Comet. Et aussi parce que la lipophilie est différente. Enfin, l'hydrophilie et l'hypophilie sont différentes. Donc, la prégabaline est une molécule hydrophile, alors que l'aripiprazole est une molécule qui est lipophile, donc hydrophobe. Et on les a administrées pendant 3 semaines avant de faire un dosage dans le sang de ces 2 molécules. Donc, voici les résultats. À gauche, vous avez le résultat de la prégabaline. On n'avait pas beaucoup d'animaux pour ce test, mais on voit que les concentrations entre les 2 groupes ne sont pas différentes.
En plus de ça, l'écart type pour la méthode par micropipette, il est plus réduit que celui par méthode de gavage. On a moins de dispersion des données. Par contre, pour l'aripiprazole, on a une différence significative entre les deux groupes. Donc, on n'a pas d'équivalence des deux méthodes pour l'aripiprazole. Alors, donc si on résume tout ça, on a notre méthode par micropipette qui est plus rapide que le gavage. On n'a pas d'impact de l'excipient sur le métabolisme, donc pas sur le poids ni la glycémie. Et on a une équivalence pharmacocinétique entre les deux méthodes pour les composés hydrophiles, mais pas pour les composés hydrophobes. Alors ça, c'est expliqué par le fait, notamment, bon, on l'a dit tout à l'heure, que le fait de donner par voie orale directement plutôt que par voie intragastrique, il va y avoir une absorption buccale, une absorption par voie sublinguale. Il y a aussi le fait que, du coup, par voie intragastrique, toute la substance va passer par l'effet de premier passage hépatique, donc ça peut également modifier les concentrations qu'on trouve au niveau plasmatique. Et donc, pour faire suite à mes propos, donc vous avez déjà vu cette publication juste avant, mais je la trouvais super intéressante, donc je vous l'ai remis. Donc, c'est une étude de 2010 où effectivement des rats étaient administrés via des seringues. C'était de l'eau avec 10% de sucrose qui était administrée. Et donc, ils avaient administré donc, en haut les deux graphiques, c'est de la galantamine, c'est un composé qui est hydrophile. En bas, c'est du donépésil, c'est un composé qui est hydrophobe. Les deux graphiques de gauche, c'est les concentrations dans le sang. Et les deux graphiques de droite, c'est les concentrations dans le cerveau. Et donc, comme nous, on avait la prégabaline qui était hydrophile, on a retrouvé les mêmes concentrations entre gavage et administration par pipette. Et si on va sur le donépésil qui est hydrophobe, donc comme nous, notre aripiprazole, on ne retrouve pas les mêmes concentrations. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et qui va composer une des limites de l'étude, c'est le temps d'administration. Alors, sur tous les graphiques là de gauche, en blanc, c'est l'administration seulement d'eau sucrée, donc l'excipient seul, et sur les points noirs, c'est avec une substance active, donc en haut le donépésil, en bas la galantamine. On voit qu'il n'y a pas de différence significative entre l'excipient seul et l'excipient plus la molécule. Là où je veux attirer votre attention, c'est le troisième essai qu'ils ont fait avec de la nicotine. Comme vous pouvez le voir, le premier jour d'administration, on n'a pas de différence significative dans les temps, la latence de consommation de la substance, que ce soit avec ou sans nicotine. Et dès le deuxième jour, là, ça fait le grand écart. Ils mettent beaucoup plus de temps à consommer quand il y a la nicotine dedans. Ce qu'expliquent les auteurs, c'est qu'au deuxième jour également, ils ont bien eu les rats qui se sont placés en ligne sur le devant de la cage. Dès qu'ils ont goûté, ils sont partis dans le fond de la cage, à l'opposé de là où il y avait la pipette, et ils ne sont pas revenus reconsommer de la substance. Ils ont noté également que le premier jour de l'administration, dans le groupe nicotine ici, les animaux avaient une respiration difficile, une accélération du rythme cardiaque et une diminution de l'activité locomotrice immédiatement après l'administration de micropipettes. Donc en fait, les animaux, ils avaient associé les effets indésirables de survenue super rapides. Bon, là, c'était presque immédiat après l'administration par micropipette. Ils avaient associé ces effets-là à la micropipette. Donc forcément, ils n'y sont pas retournés. Donc, ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est que la substance administrée par micropipette doit être suffisamment appétante d'un côté, dans l'excipient, et aussi ne pas présenter d'effets indésirables aversifs. Surtout aversifs rapides. Donc, les limites, forcément, c'est surtout ces deux effets-là. Concernant l'appétence, moi, j'avais essayé, notamment avec le tramadol, après ces travaux-là. Et en fait, je pensais que c'était un problème d'appétence. Donc, on peut essayer avec des concentrations moindres, donc un volume d'administration plus grand, pour essayer que la solution soit plus appétante. On peut essayer aussi avec du lait concentré sucré qui est moins dilué que 3/10.
Sauf qu'en fait, pour le tramadol, au final, la substance que j'avais essayée, c'était dû aux effets indésirables qui sont rapides. Malgré le fait que la substance était suffisamment appétante, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'avais essayé avec d'autres excipients, si ça peut vous intéresser. Donc, le Viandox, pour tout vous avouer, j'avais vu ça sur un site de dératiseur. Apparemment, c'était très appétant. Bon, moi, les rats, ils n'ont pas trop apprécié. Le Yop, on l'utilise souvent en laboratoire. Ça fonctionne très bien. J'ai vu également que certains utilisaient de l'huile de coco, de l'huile d'amande bio qui appréciaient des souris. Et j'ai essayé aussi avec du Cirspend. Donc, c'est une solution de mise en suspension qui est utilisée chez l'homme, chez le jeune enfant surtout, et qui peut être utilisée chez les diabétiques parce qu'il n'y a pas de sucre. Ça a un goût cerise. Et l'avantage, c'est qu'il y a pas mal de molécules qui sont répertoriées comme étant compatibles avec ce Cirspend, où il y a eu des études de stabilité de fait. Et du coup, il y a des conseils de conservation, combien de temps on peut conserver dans le Cirspend et les conditions. Donc, si ça vous intéresse, il y a une étude qui a utilisé ça chez la souris. Mais alors, ce n'était pas par micropipette, c'était directement dans les biberons. Les bonnes nouvelles également, c'est que la méthode est utilisable également, ça a été testé chez les souris femelles. Et donc, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est une méthode qui n'affecte pas le microbiote intestinal pour les chercheurs que ça intéresserait. Alors, pour conclure de tout ça, la méthode MDA, elle présente de nombreux avantages. Donc déjà, il n'y a pas besoin de formation, c'est vraiment très facile à réaliser et pour le coup, très agréable. Il n'y a pas d'influence de la hiérarchie. Elle ne nécessite pas d'isolement des animaux. Elle permet un contrôle rigoureux du moment et de la dose administrée, c'est même très précis. On n'a pas de risque de lésion ou d'irritation. Elle est applicable du coup en chronique sur de larges cohortes. Et la pharmacocinétique est comparable aux administrations orales chez l'homme. Je rajouterai aussi que c'est une méthode qui est moins stressante pour les animaux, mais aussi pour l'expérimentateur. Et je remercie du coup le laboratoire Comet et les participants à cette étude qui était très agréable à faire.